Bonjour à tous, on est ravis d'être à vos côtés en ce mardi. Nous sommes le mardi 21 octobre, il est 4h26 et c'est votre pré-matinale BFM Première. On a deux images à vous montrer ce matin. Tout d'abord, nous irons dans le Val d'Oise après une tornade impressionnante hier soir. Une personne est morte, 4 autres grièvement blessées. 5 victimes supplémentaires en urgence relative ce matin. Les images sont impressionnantes, nous serons sur place dès le début de ce journal. Et puis le Louvre qui reste fermé ce mardi, c'est normal, c'est le jour de fermeture hebdo. Mais cela n'empêche pas les touristes, vous allez voir, de se presser devant les grilles du musée pour photographier notamment la fameuse fenêtre où sont entrés les malfrats. Reportage, explication à suivre. La météo avec Julien. Un temps très instable en ce mardi matin. Exactement, des nuages, de la pluie, le cocktail météorologique du temps maussade est très instable au programme de ce mardi. Une nouvelle fois, on a des précipitations qui circulent actuellement et une nouvelle perturbation que l'on voit déjà se rapprocher des côtes aquitaines. On va la retrouver ce matin jusqu'au Massif central. Dans la matinée, tout cela va progresser et se décaler vers le centre-est du pays. Quand dans le même temps, une nouvelle perturbation va arriver dans l'après-midi par la Vendée avec également des pluies soutenues. Soyez prudents. Dans la moitié nord, ce sera très nuageux avec un régime d'averses. C'est noté ce vent dans les terres mais également près du littoral. Vos températures pour ce matin, comptez de 10 à 16 degrés et pour l'après-midi, on ira jusqu'à 25 degrés à Perpignan. Il fera 17 degrés à Paris mais également du côté de Bourges. Demain va rester une journée particulièrement instable. On va surtout surveiller jeudi puisque là on attend un fort coup de vent, voire une tempête. Des rafales particulièrement élevées sur l'ensemble de la France. 4h30 dans quelques instants, ravi de vous retrouver sur BFM TV. 4 grands titres dans l'actualité ce mardi matin. Stupéfaction dans le Val d'Oise après une tornade hier soir. À Hermont, une personne est morte, 4 autres grièvement blessées. 5 victimes supplémentaires en urgence relative. Les images sont impressionnantes. Les commentaires de Julien dans une poignée de secondes. Nicolas Sarkozy attendu, lui, ce matin à la prison de la Santé à Paris. Selon les informations du service police-justice BFM TV, il doit s'y présenter à partir de 10h. L'ancien président qui vit ces dernières heures de liberté, analyse à suivre. Nous irons au sud de Lyon où les habitants du Ternay étouffent. Vous allez voir, une entreprise locale traite les biodéchets de la métropole, mais les riverains dénoncent les odeurs, elles sont insupportables. Ils réclament des contrôles et des solutions rapides. Moment symbolique, à Strasbourg, le grand sapin de Noël a été coupé hier en Moselle et il mesure 31 mètres cette année pour plus de 7 tonnes. Prochaine étape, son installation place Kléber sous haute surveillance. Et puis les sports avec Virginie, Dembélé de retour avec le Paris Saint-Germain. Et le Ballon d'Or devrait faire son retour à la compétition ce soir en Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen. Stupéfaction donc ce matin dans le Val d'Oise, c'est en région parisienne. Après le passage d'une violente tornade hier soir, images témoins BFM TV, elles sont impressionnantes. À Hermont, au nord de Paris, une personne est morte, 4 autres ont été grièvement blessées. 5 victimes sont en urgence relative ce matin. On en parle dans un instant avec Julien, mais tout d'abord les propos du préfet du Val d'Oise à notre micro hier soir. C'est une tornade qui a traversé une dizaine de communes et dont le point le plus central a été la commune d'Hermont. Ce phénomène météo, il a causé d'importants dégâts matériels sur les bâtiments publics, sur des logements. Dès que l'événement est survenu, on a déployé d'importants moyens, d'abord pour porter secours aux victimes et puis pour aller vérifier la solidité bâtimentaire sur les bâtiments qui avaient été traversés par cette tornade. Julien, on en parle avec toi ce matin. Les conditions étaient assurément réunies hier pour qu'un tel phénomène se produise? Oui, clairement, on avait un contexte très favorable à la formation de ce genre de phénomène. On avait d'abord ce contexte instable de ciel de traîne après le passage d'une dégradation, c'est-à-dire des averses localement orageuses. C'est vrai qu'on a eu une ligne orageuse que vous voyez là, qui s'est formée dans l'ouest du pays. Et elle s'est renforcée ensuite, alimentée par de l'air froid pour atteindre un pic d'intensité dans le Val d'Oise. On avait ce qu'on appelle une forte hélicité dans les basses couches de l'atmosphère. Alors je m'explique. Il y avait en fait hier une forte différence des conditions de direction des vents selon l'altitude. C'est vrai que dans les basses couches, on avait un vent de sud, alors qu'en altitude, on avait un vent d'ouest. Et cette différence, ça provoque ces phénomènes tourbillonnaires. Donc voilà, c'est vrai qu'on avait ces conditions instables qui ont provoqué très localement ces dégâts. Il faut toujours rester prudent après le passage d'une perturbation. Et on voit ces grues impressionnantes qui s'affaissent donc sous le poids et sous la puissance des vents. Des rafales d'une telle intensité, c'est quelque chose de rare chez nous en France? C'est sûr que pour déterminer l'intensité des rafales, il va y avoir une enquête qui va être menée.
On n'a pas autant de tornades en France qu'aux États-Unis. Ça n'empêche qu'il y en a quand même entre 30 à 50 par an. En revanche, une tornade meurtrière, ça reste plutôt rare. La dernière remonte à août 2008. C'était dans le nord à Aumont avec 3 morts. Il s'agissait d'une tornade EF4 avec des vents entre 270 et 300 km par heure. C'est vrai qu'on entend souvent un peu partout le terme de mini-tornade. Il faut arrêter avec ça. Ça ne veut rien dire. Ça n'existe pas. On parle de tornade tout court. Et ensuite, l'intensité est à définir. C'est l'échelle de Fujita qui le permet avec une classification qui va de EF0 à EF5. Là, il y a une enquête de terrain qui va être menée par Kéronos pour déterminer la force du phénomène, sa durée et aussi la nature des dommages. Une tornade et non pas une mini-tornade. Donc merci beaucoup Julien. Évidemment, on continue à en parler tout au long de la matinée. Cet autre grand titre de l'actualité ce mardi, c'est Nicolas Sarkozy qui vit ses dernières heures de liberté. Selon les informations du service police-justice BFM TV, il doit rejoindre la prison de la Santé ce matin à Paris à partir de 10h. Une incarcération prévue au moins pour plusieurs semaines dans un premier temps. Les explications Alexandra Gonzalez, Julie Roser et Adrien Spiteri. À l'isolement pour assurer sa sécurité, Nicolas Sarkozy sera dans une cellule comme celle-ci, avec un téléphone fixe au mur pour appeler une liste de numéros autorisés, une télévision, une douche, des toilettes, un frigo et une autorisation de 3 parloirs par semaine. Dans cette aile de la prison où se trouvent 15 cellules, une salle de sport et une bibliothèque, il ne croisera jamais les autres détenus, y compris durant son heure de promenade quotidienne. Les conditions de détention dans un quartier d'isolement, elles sont quand même assez difficiles, non pas à cause des locaux ou de ce genre de choses. Elles sont essentiellement difficiles parce que vous êtes seul et vous êtes seul tout le temps. Les seuls contacts que vous avez, c'est avec le personnel pénitentiaire. À son arrivée ce matin, après quelques formalités administratives, un numéro d'écrou lui sera attribué, puis il sera placé en cellule. Généralement, quand quelqu'un se présente pour son incarcération, on lui autorise donc ses produits d'hygiène, quelques livres, quelques habits, voilà, pour dire de pouvoir pallier au premier jour d'incarcération. Dès son incarcération, ses avocats pourront formuler une demande de mise en liberté dans l'attente de son deuxième procès en appel. Les magistrats ont jusqu'à 2 mois pour y répondre. Nombreuses réactions, donc le ministre de la Justice Gérald Darmanin a annoncé qu'il rendrait visite à Nicolas Sarkozy en détention pour s'assurer de sa sécurité, ce sont ses mots. Et puis on a appris également hier que l'ancien président avait été reçu vendredi dernier à l'Élysée par Emmanuel Macron, le chef de l'État qui a régi hier soir. Écoutez. J'ai eu des propos publics toujours très clairs sur l'indépendance de l'autorité judiciaire, dans le rôle qui est le mien, mais il était normal que sur le plan humain, je reçoive un de mes prédécesseurs dans ce contexte. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Images et discussions en direct toute la journée sur BFM TV. Et puis sachez que Christophe Ingrin, qui est l'invité du Face à Face ce matin, c'est l'avocat de Nicolas Sarkozy. Il répondra aux questions de Laurent Neumann en direct sur BFM TV et RMC à partir de 8h30. Il est 4h35 et vous regardez BFM Première, l'actualité en bref. En politique, la taxe Zuckman, rejetée en commission des finances hier soir, proposée par la gauche au nom de la justice fiscale. Elle visait les plus hauts patrimoines. Le gouvernement et le Rassemblement national s'y sont opposés, estimant qu'elle mettait en danger le tissu entrepreneurial. Un nouveau débat aura lieu à l'hémicycle en présence du Premier ministre. Ce sera en fin de semaine, ce sera ce vendredi. 48 heures après le cambriolage du Louvre. Les auteurs sont toujours introuvables. Ce matin, un télégramme de Laurent Nunez et de Rachida Dati a été adressé au préfet hier pour renforcer la sécurité des lieux culturels. Le voici. Les institutions sont invitées désormais à désigner un référent sûreté. Dans le même temps, à Paris, le musée, fermé hier, le reste aujourd'hui pour sa pause hebdomadaire. Mais cela n'empêche les touristes de se presser devant les grilles du Louvre pour notamment prendre en photo la fameuse trappe où sont entrés les voleurs. Cassandre Brault avec Philippine Boulet. On a presque l'impression que c'est une farce. Tanguy a les yeux rivés sur la planche en bois qui remplace la vitre brisée dans le cambriolage. C'est vraiment surprenant que des cambrioleurs aient pu accéder aussi facilement à un monument aussi célèbre que le Louvre. Sandrine est venue immortaliser ce qu'elle appelle le casse du siècle. Une petite photo pour ma fille qui était très intriguée de savoir que le musée du Louvre pouvait être accessible facilement. Plusieurs guides arrêtent même leur groupe de touristes face à la fenêtre par laquelle sont rentrés les malfaiteurs. Il y a plein de personnes comme nous qui viennent voir stupéfaits cette situation et
c'est très impressionnant, je pense, pour tout le monde. Tout le monde prend en photo, en vidéo et l'ambiance est vraiment marquante. Et c'est aussi une opportunité d'apprendre pour les élèves de Philippe, professeur en BTS spécialisé dans la sécurité. On fait effectivement des visites de sites comme celui-ci pour voir où sont les failles. Et qu'on n'a jamais fait des cours comme ça et tout, mais de prendre ça comme exemple pour nous, en apprendre plus et contrer ces choses-là pour plus tard, je trouve que c'est super intéressant. Les personnes rencontrées sont unanimes, ce cambriolage est digne d'un film. L'actu du monde en 3 infos ce matin. Tout d'abord, le funiculaire de Lisbonne n'était pas conforme aux normes de l'exploitant le jour de l'accident, le 3 septembre dernier. C'est ce qui ressort ce matin d'un rapport très attendu au Portugal. La déconnexion du câble avait provoqué le déraillement d'une des lignes faisant 16 morts et une vingtaine de blessés. Aux États-Unis, la paralysie budgétaire américaine qui touche désormais la dissuasion nucléaire. L'exécutif américain prévoit de placer 1400 fonctionnaires en chômage technique. Pas de menace immédiate pour la sécurité nationale selon des informateurs, mais ce shutdown a débuté le 1er octobre dernier et est l'un des plus longs de l'histoire américaine. Enfin, Donald Trump, justement, qui assure que le Hamas sera, je cite, éradiqué s'il ne respecte pas le cessez-le-feu. Déclaration hier du président américain qui a ajouté que des dizaines de pays prêts à une force internationale pourraient intervenir. Il précise toutefois que les forces américaines ne s'impliqueront pas directement pour l'instant. L'actualité nous emmène ce matin au sud de Lyon, où les habitants du Ternay n'en peuvent plus. Une entreprise y traite les biodéchets de la métropole. Oui, mais il y a des odeurs insupportables au quotidien. Reportage BFM Lyon avec Lina Badreddine et Antonin Marguignan. Ternay, 5500 habitants et une invitée dont il se serait bien passé. L'odeur nauséabonde qui se dégage de la société de traitement des déchets Racine à quelques kilomètres du village depuis qu'elle a récupéré les déchets organiques de la métropole de Lyon en 2023. Si le vent souffle, Ternay souffre. On a passé 10 jours où on ne peut pas ouvrir ses fenêtres, on ne peut pas, même le soir, c'est-à-dire que c'était 12 jours d'enfer. Nous avons une quantité impressionnante de mouches et de rapaces qui tournent au-dessus, bien sûr, parce qu'ils viennent chercher de quoi se nourrir dans les déchets. Sous l'impulsion de Jean-Michel, les habitants ont donc constitué une association, car les nuisances ont aussi impacté l'attractivité de ce site clunisien. Vous avez des gens qui ne parviennent pas à vivre d'une part normalement, parce que l'été, s'ils sont à l'extérieur, c'est intenable. D'autre part, ils ne parviennent pas à vendre leur maison. Vous avez des artisans qui reçoivent à domicile, qui n'osent plus recevoir les gens. Pourtant, le collectif des habitants a déjà pris contact avec l'entreprise Racine, plutôt à l'écoute des riverains. On a abouti à certains résultats, puisque le tonnage de matière organique a été abaissé de moitié. De son côté, l'entreprise Racine assure faire le maximum pour retrouver une conformité en termes d'émissions de ces odeurs. Nous avons mis en place un équipement de brumisation en périphérie de site pour réduire l'impact olfactif et récemment la pulvérisation de produits anti-odeur en surface. Nous avons également prescrit à nos apporteurs le bâchage d'ébène pour réduire l'impact en odorant durant le transport. Des mesures qui fonctionnent dans les communes éloignées mais qui restent encore insuffisantes sur la commune de Ternay, d'après les membres de l'association. Le programme de BFM Première dans quelques instants, c'est votre vie. Figurez-vous que nos pots de yaourt ont enfin une seconde vie. Ils peuvent désormais être recyclés, ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Le Focus Région à Strasbourg où le compte à rebours de Noël est lancé. Le grand sapin a été coupé hier dans une forêt des Vosges, on a les images. Et puis l'infoculture, l'humoriste Jarry, au cœur d'une enquête de Mediapart, des témoins dénoncent des propos déplacés. Allez, tout de suite, c'est votre vie. C'est votre vie, on fait un tour de table, je ne vous pose finalement pas la question, est-ce que vous triez, oui ou non? Oui, évidemment. Oui. On a la poubelle jaune, on a la poubelle verte, la poubelle orange aussi. Et la noire. On est de bons élèves ou pas? On est de bons élèves. On essaie. Oui. On essaye en tout cas. Bon, alors j'ai plutôt une bonne nouvelle pour vous parce que figurez-vous que 60 000 tonnes de pots de yaourt en plastique sont mises sur le marché chaque année dans notre secteur. Ils n'étaient jusqu'à maintenant pas recyclés, mais désormais une usine change la donne, elle les transforme en nouveaux pots de yaourt. Marjorie Marciac avec François Futrel. Il était le casse-tête des recycleurs. Le pot de yaourt est fabriqué en polystyrène, un plastique léger, mais jusqu'à présent impossible à réutiliser. On savait recycler le pot de yaourt depuis plusieurs années. Ce qu'on ne savait pas faire en revanche, c'est faire du pot de yaourt un nouvel emballage et un emballage qui permette le contact alimentaire. La solution se trouve peut-être ici, dans cette usine située en Belgique. Elle a coûté 105 millions d'euros. Elle est unique au monde. Notre pot de yaourt, avant d'arriver ici, il a été transformé en petits granulés qui vont être amenés dans cette usine et chauffés à près de 500 degrés.
Le directeur de l'installation est fier de nous présenter son unité de recyclage, mais impossible de s'en approcher à moins de 50 mètres. Secret industriel oblige. C'est extrêmement difficile de recycler à partir d'un déchet. Vous avez des restes alimentaires, l'opercule en aluminium collé au pot de yaourt. Tout cela, ce n'est pas du polystyrène. Et nous, on arrive à le séparer de ces déchets. Le plastique ainsi obtenu est plus cher, mais a un bilan écologique bien meilleur. C'est moins intensif en carbone que le plastique pur, qui vient d'énergie fossile. Et s'il n'était pas recyclé, les pots seraient sûrement incinérés et produiraient du CO2. L'usine attend désormais que nous fassions correctement notre tri. En France, seulement 10% des pots de yaourt finissent dans la bonne poubelle. Nous sommes le mardi 21 octobre, vous regardez BFM Première, on est ravis d'être à vos côtés. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des vers de terre, figurez-vous. On embrasse les vers de terre qui nous regardent. Anniversaire de l'animateur de radio Max, d'ailleurs au micro de la Libre Antenne tous les soirs sur RMC Gold, et puis l'anniversaire de Kim Kardashian. Peut-être qu'elle nous regarde ce matin. Julien, les chiens à l'honneur du côté du Népal. Oui, c'est dur d'enchaîner après le ver de terre. Écoute, c'est une bonne info. Exactement, à Katmandou, ils deviennent de véritables stars, ces chiens, les stars d'un jour, lors de la deuxième journée du festival hindou Tihar. Durant cette journée appelée Kukur Tihar, les habitants rendent hommage à leurs fidèles compagnons, considérés comme les messagers du dieu de la mort, Yalma. Alors les chiens sont parés avec de petits accessoires, vous le voyez, des colliers de fleurs, des friandises et de repas à base d'œufs, de poisson ou de lait, un geste de respect et de gratitude envers ces animaux si chers à la culture népalaise. Mais cette célébration ne se limite pas aux animaux de compagnie. Les familles offrent aussi de la nourriture et de l'attention aux chiens errants, ce qui fait de cette journée un moment de partage et d'amour. Franchement, on adore ces images, ça fait du bien. Une belle occasion de rappeler la place à la fois spirituelle et affective que les chiens occupent dans le cœur des Népalais. Merci beaucoup Julien, on poursuit notre tour du monde, on prend la direction du Maroc. Oui, pour le Marathon des Sables Maroc 2025, il a eu lieu jusqu'à samedi dans le sud marocain, dans des conditions climatiques extrêmes. Des températures proches de 46 degrés, des tempêtes de sable, le tout sur des terrains rocailleux particulièrement exigeants. La dernière journée, samedi, a même été précédée d'une violente tempête qui a détruit une partie du bivouac, sans entamer la détermination des 428 coureurs. D'ailleurs, là, il y a 50% de femmes. C'est un record de participation, parité. Le départ à 5h30 du matin s'est déroulé dans la pénombre avant un phénomène rarissime, la pluie dans le désert. Autant vous dire qu'à l'arrivée, il y a eu une grande émotion, tout le monde ensemble, en ayant eu bien conscience d'avoir vécu un moment à part. Et les images que vous voyez nous viennent de la production Marathon des Sables Maroc 2025. Ils sont courageux. Ils sont courageux et c'est vrai que c'est très surprenant. Allez, tout de suite, le journal des sports, Virginie. Le journal des sports avec Virginie ce matin. Ousmane Dembélé est de retour. Il va enfin pouvoir étrenner son ballon d'or sur le terrain. L'attaquant est blessé depuis début septembre, mais ça y est, il est bien dans le groupe du PSG pour affronter le Bayer Leverkusen ce soir en Ligue des Champions. Ousmane Dembélé ne sera pas titulaire en Allemagne, mais il devrait entrer en cours de match. Warren Zaïre-Emery, lui, va débuter cette rencontre et il attend son coéquipier avec impatience. C'est un leader. Même si c'est pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup, mais de par ce qu'il fait dans le vestiaire, les gens ils analysent, ils regardent et c'est naturel chez lui. On est tous très contents qu'il revienne, c'est le ballon d'or. Le PSG va tenter la passe de 3 ce soir, une troisième victoire en 3 matchs dans cette Ligue des Champions. Rendez-vous à 20h45. Voici les autres matchs au programme, notamment FC Barcelone contre l'Olympiakos à 18h45 et puis Arsenal Atlético Madrid à 21h. Avant cette troisième journée de Ligue des Champions, le PSG est sur le podium du classement, derrière le Bayern Munich et le Real Madrid qui compte aussi 2 victoires en 2 matchs, mais avec une meilleure différence de but. Un goût de fête gâchée à Nancy hier soir. Et le public était de retour au stade Marcel Picot pour la première fois de la saison. Après 4 matchs à huis clos à cause de fumigènes dans l'enceinte au printemps dernier, Nancy recevait Amiens en clôture de la 10e journée de Ligue 2. Un moment de joie vite éteint, les Lorrains ont été battus 1-0. Nancy n'a pris que 5 points au cours des 7 dernières journées. Il se retrouve désormais 12e au classement. Amiens passe devant à la 10e place. C'est ce soir que le championnat de NBA reprend.
que la 80e saison de basket américain commence. Oklahoma City entame la défense de son titre, mais en France, on va surtout surveiller Victor Wembanyama chez les San Antonio Spurs. Le géant français a réalisé une pré-saison proche de la perfection après plusieurs mois d'absence la saison dernière à cause d'une blessure à l'épaule. Et puis il y en a un qui fait son grand retour sur les courses. Je vais te laisser dire le nom parce que je suis bien incapable. Arthur Rinderknecht, voilà, 10 jours à peine après sa finale pleine d'émotions au Masters 1000 de Shanghai contre son cousin Valentin Vachereau. Le Français reprend déjà la raquette. Arthur Rinderknecht est engagé au tournoi de balle. Il affronte aujourd'hui le Belge Raphaël Collignon. C'est plus simple. C'est plus simple. Pas d'infos, pas d'erreur. C'est mon leitmotiv. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant. 4h48, vous regardez BFM Première, 3 grands titres dans l'actualité, stupéfaction dans le Val d'Oise. Après une tornade hier soir à Hermont, une personne est morte, 4 autres grièvement blessées. 5 victimes supplémentaires ce matin sont en urgence relative. Les images sont impressionnantes. C'est très impressionnant, les toitures arrachées, les pylônes sectionnés, beaucoup de dégâts matériels, surtout privés chez les habitants. Nous avons un complexe sportif qui a été touché et beaucoup d'arbres. Nicolas Sarkozy attendu ce matin à la prison de la Santé à Paris. Selon les informations du service police-justice BFM TV, il doit s'y présenter à partir de 10h. L'ancien président vit ses dernières heures de liberté. Il a d'ailleurs été reçu vendredi dernier à l'Élysée. J'ai eu des propos publics toujours très clairs sur l'indépendance de l'autorité judiciaire, dans le rôle qui est le mien, mais il était normal que sur le plan humain, je reçoive un de mes prédécesseurs dans ce contexte. Et puis 48 heures après le cambriolage du Louvre, les voleurs restent introuvables. Ce matin, l'exécutif demande à chaque musée de nommer désormais un référent sûreté. Et pendant que le Louvre reste fermé, les touristes se massent devant la fenêtre fracturée devenue symbole du casse. Je n'arrive pas à croire que personne n'ait vu des gens entrer via la façade ici. On voit exactement où ça s'est passé. D'un côté, on fait partie un peu de l'histoire de ce cambriolage du musée de Louvre. Des nuages et de la pluie. Bah oui, on va pas changer les bonnes habitudes comme ça. Il va falloir encore prendre son parapluie pour ce mardi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation par l'Aquitaine qui va se décaler vers le centre-est. Quand dans le même temps, une nouvelle, va arriver par la journée en cours d'après-midi. Ça va rester nuageux au nord avec des averses. Vos températures pour ce matin, comptez de 10 à 16 degrés et pour l'après-midi, on ira jusqu'à 15 degrés dans le nord. Et on prend la direction de Lille, tiens, justement ce matin où un hôpital fait figure d'exception, Saint-Philibert, est le seul en France où un médecin consulte directement en langue des signes. C'est un vrai progrès pour l'accès aux soins dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, dans le pays en général. Reportage BFM Grand Lille ce matin avec Antoine Foëli et Jean Duquesne. Pas un seul mot pour décrire ses symptômes, mais des gestes entre ce patient et son médecin. Ce professionnel de santé est le seul de France à proposer des consultations uniquement en langue des signes pour les personnes sourdes. Pour les patients, c'est un pas de géant pour leur prise en charge médicale. Cet homme a accepté de nous répondre par le biais d'un interprète. Avant ici, en fait, il n'y avait pas les consultations. En fait, il y avait beaucoup de malentendus. Il y avait énormément de soucis au niveau de la santé. Parfois, en fait, on allait aux urgences, mais en fait, on écrivait. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Seul 1/1000 de la population globale parle la langue des signes, ce qui a des conséquences désastreuses pour la santé des personnes atteintes de surdité. La patiente que je viens de voir en consultation là juste avant, elle est allée consulter, faire un bilan en hôpital il y a quelques jours. Elle vient me voir aujourd'hui, elle est sortie il y a une semaine d'hospitalisation. On lui a donné une ordonnance, elle n'a pas compris qu'il fallait aller chercher ce traitement à la pharmacie. En plus de ces consultations en langue des signes, le docteur Drion a créé le réseau Sourds et Santé il y a 20 ans. Objectif, proposer des interprètes lors d'une consultation entre un médecin et un patient sourd. On va permettre aux patients et aux professionnels de pouvoir communiquer lors d'une consultation en langue des signes et leur permettre d'avoir le même niveau d'information que les entendants. Le réseau Sourds et Santé suit un peu plus de 1000 patients dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Il espère s'implanter prochainement à l'échelle de tous les Hauts-de-France. C'est un moment attendu du côté de Strasbourg. On vous y emmène ce matin. Le grand sapin de Noël a été coupé hier en Moselle, 31 mètres de long, 7,5 tonnes. Une opération millimétrée pour le transporter jusqu'à la place Kléber. Reportage BFM Alsace ce matin avec Célia Sommet et Célia Debesse. Voici l'élu. Un conifère de 30 mètres de haut pesant plus de 7 tonnes. Isolé des autres sapins, il est facile de le distinguer et de se projeter. La particularité de cette année, s'il en faut une, c'est que le sapin il est visible souvent. Les sapins
sont pris au milieu d'autres arbres et on va le découvrir pleinement sur la place Kléber. Cette année, il est tout seul. Donc on a déjà une idée de sa forme et de ce que ça va donner sur la place Kléber. Henri Pierre a sillonné le massif vosgien durant plus d'une semaine à la recherche de la perle rare. Et c'est en Moselle, à Saint-Quirin, qu'elle a été trouvée. Il faut que ça soit un arbre qui a environ une trentaine de mètres, qui soit conique, qui est vraiment une forme de sapin de Noël, la forme qu'on peut avoir dans notre imaginaire. C'est un arbre qui doit avoir des branches quasiment jusqu'en bas, ce qui est quand même pas naturel de trouver un sapin en forêt qui pousse seul, donc qui rend la recherche un peu plus compliquée. Et c'est un sapin qui doit avoir à peu près 70 à 80 cm de diamètre. Ce lundi, le sapin a donc été abattu. Séparé de sa forêt natale, il va désormais être acheminé vers Strasbourg. Une vraie satisfaction pour ce conseiller municipal de Saint-Quirin. C'était une très grande surprise parce que on l'a appris il y a très peu de temps. Ce sapin va trôner fièrement sur la place Kléber, qui est quand même une renommée mondiale. Donc Saint-Quirin va être mondialement connu, je pense. La star du marché de Noël fera son arrivée dans la capitale alsacienne vendredi matin. Le compte à rebours des festivités est bien lancé. L'infoculture de ce mardi 21 octobre, une image surprenante tout d'abord des États-Unis où Donald Trump démolit une partie de la Maison-Blanche pour y installer une salle de bal. Un projet colossal de 250 millions de dollars financé uniquement par des fonds privés. Le président américain d'ailleurs a organisé un dîner pour remercier les donateurs. Parmi les invités, des représentants d'Amazon, d'Apple ou encore de Meta. En France, l'humoriste Jarry visé par une enquête de Mediapart pour des comportements déplacés sur un tournage. Plus d'une quinzaine de témoins évoquent des propos sexistes, racistes, humiliants pendant la série Maison de retraite. Certains dénoncent aussi une attitude tactile et des blagues tendancieuses. Jarry n'a pas répondu sur le fond aux journalistes, se disant attaché au vivre ensemble. Aucune plainte n'a été déposée. Et puis le festival Lollapalooza à Paris qui fait une pause en 2026. Les organisateurs invoquent des raisons économiques, logistique et un manque de grandes tournées. Le patron de Live Nation qui parle d'une année blanche, ce sont ses mots, avant un retour plus ambitieux en 2027. L'an dernier, l'événement avait attiré 160 000 spectateurs. C'était votre programme avec Capifrance, des conseillers immobiliers partout en France pour vous faire découvrir les pépites Capifrance. Plus d'informations sur capifrance.fr. C'était votre rendez-vous avec SumUp, le choix des petits commerces. Derrière chaque commerçant, une équipe invisible veille. SumUp, vous n'êtes pas seul. Il est bientôt 5h, ravi de vous retrouver en ce mardi matin. Nous sommes le 21 octobre. Deux images à vous montrer. Tout d'abord, nous irons dans le Val d'Oise dans un instant après cette tornade hier soir. Une personne est morte, 4 autres grièvement blessées. Les images témoins BFM TV sont impressionnantes. Nous serons sur place. Et puis, Nicolas Sarkozy, attendu ce matin à la prison de la Santé à Paris. Selon les informations du service police-justice BFM TV, il doit s'y présenter à partir de 10h. L'ancien président vit ses dernières heures de liberté, ce qu'il faut savoir dans un instant. La météo avec Julien. Le temps reste perturbé aujourd'hui. Bah oui, on n'allait quand même pas se débarrasser de la pluie comme ça. Elle est toujours là avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui se rapproche actuellement des côtes aquitaines. Vous voyez ces pluies particulièrement soutenues qui vont dans la matinée se décaler vers le massif central et progressivement vers le centre-est du pays. C'est vrai que dans l'après-midi, une nouvelle perturbation va déjà arriver par la Vendée avec là aussi des pluies soutenues. Ce sera très nuageux dans le nord du pays avec un régime d'averses et du vent sur l'ensemble du pays. Soyez quand même prudents. Vos températures pour ce matin, comptez de 10 à 16 degrés et pour l'après-midi, on ira jusqu'à 25 degrés à Perpignan. Ce temps perturbé, il va durer pour ces prochains jours. Bientôt 5h, ravi de vous retrouver en ce mardi matin. 4 grands titres dans l'actualité. Cette sidération dans le Val d'Oise après cette tornade d'une rare violence. Nous irons à Hermont dans un instant où une personne est morte, 4 autres blessés. Les images témoins BFM TV sont impressionnantes. Julien en plateau dans quelques instants pour nous en parler. Nicolas Sarkozy, lui, vit ses dernières heures de liberté. L'ancien président est attendu ce matin à la prison de la Santé à Paris. Selon les informations du service police-justice BFM TV, il doit s'y présenter à partir de 10h. Nicolas Sarkozy qui a été reçu
reçu vendredi dernier à l'Elysée. Nous le verrons. 2 jours après le cambriolage du Louvre, les voleurs restent introuvables. Ce matin, l'exécutif demande à chaque musée de nommer un référent sûreté. Et pendant que le Louvre reste fermé, les touristes se massent devant la fenêtre fracturée, devenue symbole du casse. Et puis les frais bancaires qui continuent d'augmenter en France, ça vous concerne sûrement. Plus 3% en un an, plus 6 en 2 ans, selon l'Observatoire des tarifs bancaires. Une hausse plus forte que l'inflation et qui alourdit encore plus le budget des ménages. Les sports, Virginie, la NBA qui reprend ce soir. C'est l'ouverture de la 80e saison du championnat de basket américain avec le retour de Victor Wembanyama sur les parquets. Un phénomène exceptionnel. Sidération ce matin dans le Val d'Oise. C'est en région parisienne après le passage d'une tornade lors d'une rare violence. Et hier soir, les images témoins BFM TV sont impressionnantes. À Hermont, au nord de Paris, une personne a perdu la vie, 4 autres ont été blessés. Et puis à Aubonne, commune voisine, les rafales ont pris tout le monde de court. Écoutez. C'est très impressionnant, les toitures arrachées, les pylônes sectionnés, beaucoup de dégâts matériels, surtout privés chez les habitants. Nous avons un complexe sportif qui a été touché et beaucoup d'arbres. C'était une tornade, donc c'est un chemin, c'est-à-dire que à 10 mètres à gauche, à 10 mètres à droite, en fait, tout est normal, tout est paisible, et puis au milieu, c'est la dévastation. Il y a une petite part de soulagement parce qu'il n'y a pas de blessés, contrairement à notre ville voisine. Mais c'est vraiment très très impressionnant. Pour moi, c'est une première. On en parle avec toi en plateau, Julien, ce matin. Les conditions étaient réunies pour qu'un phénomène se produise? Oui, clairement, on avait ce contexte favorable à la formation de ce genre de phénomène. On avait un temps instable avec un ciel de traîne après le passage d'une perturbation, ça veut dire des averses localement orageuses. C'est vrai qu'on a eu cette ligne orageuse que vous voyez là, qui s'est formée dans l'ouest du pays. Elle s'est ensuite renforcée au contact de l'air froid pour atteindre un pic d'intensité dans le Val d'Oise. On avait ce qu'on appelle une forte hélicité, c'est-à-dire une forte différence de direction des vents selon l'altitude. Dans les basses couches, un vent de secteur sud et plus en altitude, un vent d'ouest. Et forcément, ces vents génèrent ces phénomènes tourbillonnaires dont il faut toujours rester prudent. Très rapidement, est-ce que c'est quelque chose de rare en France? C'est vrai qu'on en a quand même des tornades en France, entre 30 et 50 par an, mais des tornades meurtrières, ça reste quand même assez rare. La dernière date d'août 2008. C'était dans le nord, à Aumont, avec 3 morts. Il s'agissait d'une tornade EF4 avec des vents entre 270 et 300 km par heure. Là, Kéronos, l'Observatoire des orages, va mener une enquête de terrain pour qu'on puisse déterminer l'intensité de cette tornade. Et c'est vrai que voilà, il y a toujours beaucoup de choses à faire sur le terrain pour déterminer l'intensité. Est-ce que c'était des vents forts, des vents qui étaient faibles mais qui se sont renforcés ensuite selon la situation, la zone géographique. Donc, il faut toujours mener une enquête pour savoir. C'est très difficile de savoir le lendemain ce qui s'est réellement passé. Merci beaucoup, Julien. Évidemment, on va suivre cette actualité tout au long de ces prochaines semaines. C'est l'autre grand titre de l'actualité. Ce mardi, Nicolas Sarkozy qui vit ses dernières heures de liberté selon les informations du service police-justice BFM TV. Il doit rejoindre ce matin la prison de la Santé à Paris à partir de 10h. Nicolas Sarkozy qui a été reçu vendredi dernier à l'Elysée par Emmanuel Macron. Romain Cluzel.